Bonjour à tous, bienvenue aux Technofolies, dans les locaux de l'EFEC ici. Le premier sujet qui va nous intéresser ce matin, c'est le Domain Driven Design et son lien avec les microservices. Alors, beaucoup de personnes ont essayé de faire des microservices. Sans Domain Driven Design, nous on est persuadés que c'est panne perdue et qu'on ne va pas y arriver. On va voir le lien qu'il y a entre les deux. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ce matin? Dans la première partie, nous allons voir un exemple, nous allons partir d'un exemple des exigences métiers. Donc on va prendre un exemple concret, comme ça c'est le plus simple à appréhender. On va d'abord passer sur le domaine Driven Design. Il y a 4 couches dans le domaine Driven Design, le domaine applicatif et l'infrastructure. Nous n'allons pas regarder la partie présentation, qui est un petit peu moins intéressante, sur lequel vous avez trouvé pas mal de documentation, donc Angular, etc. Mais ici, on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. On va ensuite passer sur les microservices. Et enfin, le plus intéressant, on va faire les liens entre les deux. Alors, nous avons pris un exemple d'exigence métier. Alors, Pet Clinic, je ne sais pas s'il y a des vieux développeurs Java, ça devrait dire quelque chose normalement, puisque c'est les exemples que Sun prenait à l'époque pour faire passer ses applications Java. Alors, on va essayer de gérer les animaux qui sont soignés dans une clinique. Ils sont tous associés à une puce électronique. On va gérer leur vaccination et surtout les conséquences de ces vaccinations. OK. C'est là où je devrais avoir. Vous voyez comme ça ou vous voyez pas? Parce que moi, je n'ai rien touché. Voilà. Donc, il y a la régie qui doit s'amuser derrière, à mon avis. Donc, on va également gérer les vétérinaires, leurs contrats, leur disponibilité et leur évolution de salaire. On va gérer un calendrier avec des rendez-vous par semaine. Un rendez-vous doit toujours être pris à l'avance pour un animal et un vétérinaire, de préférence pour l'animal. Il dure toujours 1 heure et un rendez-vous peut être annulé sans frais. Si un vétérinaire prend congé, ses rendez-vous sont annulés. Si un vétérinaire démissionne de la clinique, ses rendez-vous après son départ sont annulés. En fonction du traitement effectué lors du rendez-vous, le prix est établi et payé lors du rendez-vous. Alors, 2 requirements un peu moins importants. Un vaccin peut être administré pendant un rendez-vous et un décès peut être déclaré lors d'un rendez-vous. Alors, qu'est-ce que le Domain Driven Design? Je crois que vous connaissez tous le bouquin d'Eric Evans qui est en haut. Le point important sur ce bouquin, quand vous le lisez, vous allez voir aujourd'hui qu'on parle de messages. Ça ne fait pas partie du bouquin. Donc, le bouquin date de 2003. Si vous voulez des informations sur tout ce qui est event, messagerie, etc., vous devez compléter le bouquin avec d'autres choses. C'est ni une méthode, ni une technologie. Ça, c'est très important. C'est une manière de penser à la conception autour du code, collaborer au sein d'une équipe en utilisant un langage commun. Donc ici, on cible clairement les développements agiles. On est clairement au sein d'une équipe agile où toutes les disciplines sont regroupées entre elles, testeurs, utilisateurs, développeurs et autres. Il est centré sur le métier de l'application et le code source qu'il implémente. Alors, la première couche qu'on va regarder, c'est la couche domaine. Donc, dans l'exemple qu'on a montré, on voit qu'il y a 3 domaines qui sortent du scénario. Le premier domaine, c'est un calendrier avec les rendez-vous qui vont avec. Le deuxième domaine, c'est les animaux et la gestion de leurs vaccins. Et le troisième domaine, c'est les vétérinaires avec leurs congés et leur augmentation de salaire. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le scénario et de séparer en domaines fonctionnels. Pas oublier, vous êtes dans une équipe agile, donc vous avez à côté de vous des analystes et des testeurs qui vont faire les stories et les scénarios. C'est très important. On va maintenant se focaliser sur un domaine en particulier. On va prendre le domaine des animaux. Ce qu'on va essayer de sortir, c'est un aggregate route. Donc dans ce cas-ci, c'est l'animal. Et on va sortir un ou plusieurs agrégés. Dans ce cas-ci, c'est les vaccins qu'on va leur donner. Donc on va voir, selon les requirements qu'on avait, que pour un vaccin, on va avoir une date d'effet d'un vaccin, une description, enfin plutôt une date d'effet du vaccin et une description et une date en cas où le vaccin tourne mal. C'est ce qu'on voit à droite. Vous voyez directement que l'entièreté des propriétés ne sont pas accessibles, si ce n'est par le create et le set side effect qui sont en dessous sur les méthodes. De l'autre côté, on a l'animal, avec sa date de naissance, sa puce,
sa date de mort, la raison de sa mort, son nom éventuellement et le nom de son propriétaire. On voit également en dessous qu'on a directement des méthodes qui sont des méthodes métiers. Donc logiquement, les stories que doivent donner vos analystes doivent apparaître sous forme de méthodes que vous avez en dessous. Ça doit couvrir l'entièreté des requirements. Donc le premier pattern qu'on va voir, c'est l'aggregate pattern. Donc c'est un ensemble d'entités métiers qui peuvent être traitées comme une seule unité. Donc on a vu qu'on en avait 3. On va désigner un des 3 comme étant l'aggregate route. Le point le plus important, c'est toute référence que vous allez faire en dehors des domaines doit passer par l'aggregate route. On n'accède jamais à un aggregate en direct. D'accord ? Même si vous devez faire une méthode de pass-through sous l'aggregate route, vous la faites. L'aggregate route va donc assurer la consistance de l'aggregate au complet, de tout le pattern. Donc ça, c'est très important ici, parce que ça veut dire qu'en fait, votre aggregate va toujours être dans un état valide. D'accord ? Puisque vous allez toujours passer soit par un constructeur, soit par une méthode métier. D'accord ? Dans les autres méthodes que vous allez avoir parfois, si vous développez normalement, qu'est-ce que vous allez parfois faire ? Faire un statement SQL qui va updater un attribut ou une propriété directement dans la base de données. C'est clairement pas l'approche ici. Voilà, donc on a un exemple ici. On voudrait demander, enfin, à mettre sur le vaccin, donner un side effect. Donc vous voyez que la méthode en dessous, sur le vaccin, c'est set side effect. On veut mettre la date et la description. Donc vous voyez ici que je n'ai pas d'objet qui passe, ce sont que des paramètres de type simple. Ce que je vais directement faire, en dessous, c'est valider que ma date d'effet et ma description sont obligatoires. C'est ce que vous voyez dans les rule guard mandatory. Ensuite, je vais regarder que ma date d'effet est plus grande que ma date de vaccin, forcément. Je préfère avoir l'effet après le vaccin. Et vous voyez que je vais assigner à ce moment-là, dans la méthode même, les propriétés de mon objet. Vous voyez directement qu'au niveau de le coding que vous allez faire, il faut que ce soit aussi assez simple. Donc vous avez rule guard mandatory. Je n'ai pas des if blablabla, then blablabla. D'accord ? Donc vous avez besoin d'une librairie de rule guard très simple. Ce que nous on fait, on va avec les analyses fonctionnelles, quand eux donnent leurs règles métiers, on va jusqu'à numéroter derrière les rule guard pour avoir une référence vers les analyses fonctionnelles. Donc on a une règle métier. Si c'est dire que le side effect date est mandatory, on va peut-être mettre 1001 derrière ou une nomenclature pour indiquer la règle métier. Pourquoi ? Parce que ça nous permet directement, avec les analyses fonctionnelles, de trouver dans le code où se trouve la bonne règle métier. Donc, vous voyez ici, on a 5 lignes de code, il y en a 3 qui sont utiles pour valider des règles, et 2 qui vont simplement mettre les properties. Vaccine était l'aggregate, animal était l'aggregate route, donc automatiquement, dans animal, je vais faire un detect vaccine side effect, puisque je dois passer par l'animal. Donc je vais voir ici que la seule chose qu'il va faire, il va aller voir dans la liste des vaccins pour voir le vaccin s'il le trouve. S'il ne le trouve pas, on a à nouveau quelque chose sur le rule guard qui fait mandatory class, qui va regarder si la classe existe ou pas, enfin si l'instance existe ou pas. Si elle n'existe pas, il y aura une erreur. Et je vais appeler sur mon objet existing vaccine le set side effect en passant les propriétés. Petite information, il y a une erreur ici dans le slide. Toutes les properties doivent toujours être nullable. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à votre contrat de décider lui-même de la règle métier pour savoir si la propriété est obligatoire ou pas. D'accord ? Donc ici, dans vaccine type, on devrait le mettre nullable, ici, dans l'exemple. D'accord ? Si jamais demain, vous avez une règle métier qui dit que votre vaccin n'est pas obligatoire, que le type de vaccin, vous allez changer au sein de la méthode et non pas dans le contrat de la méthode. C'est très important. C'est pour laisser une certaine liberté sur le jeu de vos règles métiers. Alors, le factory pattern, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit l'ensemble de nos propriétés ne peuvent pas être mis à jour en dehors des méthodes de notre objet même. Alors, ce qui est très important aussi, c'est la création de l'objet. Au moment où on va le créer, on ne va pas utiliser un constructeur, on va utiliser une factory sous forme de méthode statique sur l'objet lui-même. On voit encore une fois ici qu'on passe bien des attributs de type simple, voire des types, qu'on va créer l'animal ici
en mettant un new sequential GUID. Donc pour la petite histoire, la différence entre un GUID et un sequential GIT, Tony, je crois que tu le connais très bien celui-là, c'est que vous devez jamais refaire vos index ou vos clés primaires avec des sequential GUID par rapport au GUID. Donc c'est très important ici. On a fait une méthode ici qui permet de retourner une sequential GUID en direct au moment de la création de l'objet. Enfin important, je ne vais pas jusqu'à la base de données chercher le sequential GUID dans la base de données. Pour l'instant, je n'ai aucun accès sur la base de données ici. Je suis au sein de mon objet même. Qu'est-ce que j'ai délimité? De nouveau, j'ai dit qu'il y avait 4 de mes paramètres passés qui étaient obligatoires. D'accord? Vous voyez ici la simplicité du code. Vous avez 4 rule guard mandatory. Vous n'avez pas de 4 if then else. Vous n'allez pas voir plus loin. Ensuite, on va assigner les propriétés. Les choses importantes, on va s'assurer que toutes les listes soient toujours non-nullable. Donc, c'est pour ça qu'on met le new list factor derrière. Et on retourne l'animal. D'accord? Donc, l'objet lui-même, l'aggregate, va lui-même retourner un objet de son propre type. D'accord? Alors, appliquer les règles métiers pour chaque comportement métier. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, que quand on reçoit un scénario de type domaine, ou une analyse sur le domaine, on ait une méthode sur l'aggregate ou l'aggregate route. Les règles métiers sont directement validées. Donc ici, par exemple, je vais déclarer la mort d'un animal. Encore une fois, je passe des types simples. Je vais valider le mandatory. Je vais valider que sa date de naissance soit avant sa date de mort. Donc c'est des règles très simples ici. Et vous voyez aussi, je vais vous mettre une petite parenthèse, on fait le set state, entity state type modified. Donc ce qu'on fait, c'est que l'objet lui-même est en charge de dire qu'il est modifié, supprimé ou créé. D'accord? Donc si je regarde dans l'autre slide ici, il est fait automatiquement dans le constructeur, c'est avec la librairie. Donc l'objet lui-même dit quel est son état. D'accord? Donc ici, dans une approche domaine, ce que j'aurais fait normalement, si je n'étais pas dans une approche domaine, j'aurais eu un beau statement SQL en bas pour aller updater directement avec un seul statement SQL directement dans la base de données. L'objet ne va pas dans la base de données, l'aggregate ne va pas dans la base de données, il dit « moi, je suis dans un état modifié ». Alors, pour que notre objet soit bien protégé, on va mettre l'entièreté des propriétés en protected set. D'accord? Ça, on est sûr qu'un développeur un peu zélé ne va pas aller les chipoter avec en dehors des héritages. On va mettre les constructeurs, ceux qui sont en bas, aussi en protected. Alors, il y a 2 constructeurs ici. Le premier constructeur est pour l'entity framework, donc on a besoin d'un constructeur 8. Le deuxième force l'aggregate à avoir un ID de type GUID. D'accord? Donc, on verra plus tard la différence avec les value object. Mais tous les objets métiers doivent avoir un identifiant de type GUID, enfin, dans les implémentations Microsoft. Le pattern factory qu'on a vu là tout de suite est le seul à instancier une entité métier. Donc vous n'aurez jamais dans le code new, blablabla. Alors si on regarde les autres domaines métiers, vétérinaire et calendrier, au niveau du vétérinaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a sa carte d'identité, son nom, la date de début et de fin de son contrat, la factory create qui va créer cet aggregate route, une augmentation de salaire, le fait qu'il va prendre des vacances et le fait qu'il va terminer son contrat. Alors on voit qu'on a 2 types d'objets un tout petit peu particuliers, c'est congé et salaire. Alors un congé, c'est quoi? C'est juste, donc on a dit en fait ici au départ qu'il devait prendre des congés par semaine complète, c'est un numéro de semaine. Alors, on peut se demander si le numéro de semaine est un aggregate. Est-ce qu'il a une existence toute seule? Est-ce que c'est juste le week number qui fait l'objet en lui-même? Ou est-ce que c'est un identifiant? On peut se poser la même question pour le salaire. On voit qu'ici, on a un montant et une date de départ. D'accord? Est-ce qu'on doit vraiment mettre un identifiant pour ces objets-là? Non, c'est clair. C'est des value objects. Pourquoi c'est des value objects? Parce que la totalité de leurs propriétés mises ensemble font la valeur de l'objet. Si vous regardez l'aggregate route que vous avez à gauche, vous pouvez changer le start et le stop date. D'accord? Donc, ça veut dire que son état peut changer. Donc l'objet n'est pas immutable. Le vacation, le week number, il ne peut pas changer. La même chose pour le salaire, l'amount et le start date ne peut pas changer. On dit que c'est des value objects.
C'est très important dans la librairie que vous allez faire pour soutenir le DDD, parce que les aggregates et les aggregate routes, l'égalité va se faire sur base de leur ID. Les value objects, l'égalité va se faire sur la concaténation de l'entièreté de leurs propriétés. Donc, ils ne sont pas égales si au moins une de leurs propriétés est différente. D'accord ? On va voir quelques exemples après. Voilà. Donc on voit ici, normalement, si vous allez construire une librairie pour gérer le DDD, que l'objet de base, c'est l'entité, il est basé sur l'ID, et il a un état. Il y a un aggregate root et un aggregate, donc qui vont composer leur domaine, mais on voit à côté que le value object vient, lui, d'une hiérarchie complètement différente, il n'a pas d'ID. On a mis quelques exemples à droite, vacation et salary. On a mis des exemples à gauche, vétérinaire, animal et vaccine. Alors pourquoi le vaccin n'est pas un value object? Ben, tout simplement parce qu'on veut également enregistrer les effets du vaccin, qui sont probablement négatifs. Et à ce moment-là, cet objet peut changer d'état, puisque la somme de ses propriétés, la concaténation de ses propriétés ne sera plus la même, puisqu'à ce moment-là, on aura une date et une description. Pourquoi on veut utiliser les value objects? Parce que dans la formalisation de votre domaine, dès que vous arrivez à extraire les value objects, la complexité de votre domaine va diminuer. Vous avez trois types d'objets, l'aggregate root, l'aggregate et les value objects. Dès que vous allez sortir les value objects, vous allez voir que la complexité va diminuer parce qu'ils ne vont pas faire partie de vos aggregates et vos aggregate root. Ça va être beaucoup plus simple. L'exemple type du value object, c'est clairement une adresse. Une adresse. C'est quelque chose d'invariant qu'on ne peut pas changer. Alors, le suivant, c'est le calendrier et le rendez-vous, le suivant domaine. Donc, il y a les requirements qui sont mis au-dessus. Donc là, on voit que pour le rendez-vous, qui est l'aggregate, on a un montant, une date de booking, une heure. Et alors là, chose intéressante, on va mettre uniquement l'ID de la puce de l'animal. Et on l'a fait exprès ici, on a pris l'ID technique du vétérinaire. D'accord ? Si vous aviez fait un modèle tout à fait normal, on aurait tiré deux belles associations vers le vétérinaire et l'animal, ce qu'on n'a pas fait ici. On peut payer un rendez-vous, on peut le créer et on peut éventuellement l'annuler aussi. Alors au niveau de l'aggregate route, on voit qu'est-ce qu'on a. On a juste un week number avec en gros différentes méthodes qui sont bookées, annulées pour un booking particulier ou annuler tous les bookings pour un vétérinaire. Alors on peut se poser la question, est-ce que cet objet est réellement utile? Puisque la seule chose qu'il fait, c'est avoir en gros, si je devrais le schématiser autrement, une liste de bookings sur une seule semaine. D'accord? Mais non, le seul intérêt de cet objet, c'est de pouvoir gérer, d'un point de vue métier, les overlaps et les unicités des bookings qui sont à droite. Est-ce que vous devez le persister dans la base de données? Par après, on va voir comment. Peut-être, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Donc dans cet exemple-ci, ce qu'on veut montrer, c'est qu'un aggregate root peut être composé au moment où on va prendre l'objet. Donc ici, le but, c'est de prendre la totalité des rendez-vous d'une semaine. C'est un requirement fonctionnel que nous ont donné probablement les analystes ou le métier. On va juste créer cet objet-là pour avoir un tout. Pourquoi? Parce qu'on veut manipuler d'une façon métier nos rendez-vous sur une seule semaine. D'accord? La dépendance entre domaines. Alors, premier type de dépendance, on voit très bien que le calendrier et le booking pointent vers des animaux et des vétérinaires. Est-ce qu'on veut gérer cette dépendance? Est-ce qu'on a une vraie dépendance métier entre un rendez-vous, un animal et un vétérinaire? Alors, la seule dépendance qu'on a, c'est la présence des deux objets qui est à droite. On veut que quand on fasse un booking, l'animal existe et le vétérinaire existe dans nos bases de données. C'est la seule dépendance qu'on a. Est-ce qu'on a dépendance dans l'autre sens? L'animal vis-à-vis du calendrier, non. Le vétérinaire, on a vu qu'on a deux requirements supplémentaires. Si un vétérinaire prend congé, ses rendez-vous sont annulés. Si un vétérinaire démissionne de la clinique, ses rendez-vous après son départ sont annulés. Donc là, on a clairement une dépendance entre le vétérinaire et, vous voyez qu'on n'attaque pas le booking en direct, on attaque l'aggregate route, qui est le calendrier. Comment on va gérer ça? Via des événements et des event handlers. Donc le but est de complètement découpler la totalité des domaines et de les rendre indépendants. Donc sur le vétérinaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va lever
deux événements, le fait qu'il parte en vacances, le fait qu'il termine son contrat. Est-ce que le vétérinaire veut avoir une dépendance vers le calendrier? Non, on veut complètement les coupler les deux, donc on ne va pas la mettre. Est-ce que le calendrier va voir? Oui, lui, il va écouter les deux événements. Est-ce que le vétérinaire sait quelle autre demande va capturer ces événements? Non, il ne sait pas. D'accord? Ça doit être très clair. Donc le vétérinaire, la seule chose qu'il va faire, c'est émettre des événements. De l'autre côté, le calendrier va capturer ces événements. Mais aucun des deux sait, le calendrier ne sait pas d'où viennent ces événements, le vétérinaire ne sait pas qui va prendre ces événements en compte. Comment on va faire ça? Donc, on va créer une classe qui s'appelle Veterinary On Vacation Event, qui est un domain event, encore une fois très important. Cette fois-ci, on peut utiliser un constructeur normal et on va passer que des paramètres de type simple dans le constructeur, de nouveau. Puisqu'on veut complètement découpler nos deux domaines, si je passe à un objet, j'ai perdu, puisque je vais devoir avoir la connaissance de l'objet de l'autre côté. On va sur le vétérinaire, dans la méthode TakeVacation, donc quand il prend les vacances, on va regarder l'entièreté des règles métiers qui sont applicables sur l'objet vacances, et on va l'ajouter dans la liste des vacances du vétérinaire. Et alors on va lever l'événement, ici avec le domaine Event Manager, on va lever l'événement qui va être propagé. On va mettre le state à modified pour les vacations aussi, pour dire que l'objet a été modifié. Donc on va s'arrêter là. Donc dans les langages classiques, dans les implémentations classiques, qu'est-ce qu'on aurait fait ici? On aurait probablement été chercher l'ensemble des bookings, on les aurait parcourus et on aurait essayé de fermer la date. Ce n'est pas de la responsabilité du vétérinaire d'aller fermer les bookings. De l'autre côté, on aimerait bien capturer l'événement. Donc dans Booking, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer ce qu'on appelle un event handler sur le même objet, Veterinary On Vacation Event, et on va trapper l'événement. Je dis bien, on trappe l'événement, on ne trappe pas l'objet qui a émis l'événement. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On a accès directement, donc ici on est un petit peu en avance, on va aller voir dans le repository, on va aller chercher le calendrier pour cette semaine-là, et on va aller supprimer, enfin on va aller essayer d'annuler les bookings pour ce vétérinaire. D'accord? Et après on va faire l'update sur le repository. Et on voit que le traitement de l'annulation est bien sur l'objet calendrier et sur l'objet booking, et non pas dans la responsabilité de l'objet vétérinaire. D'accord? Alors, vous avez vu qu'un peu partout, on appelle le rule guard. Donc ça, c'est des autres patterns qu'on utilise. C'est l'unit of work et le rule guard en lui-même. Alors, l'unit of work, vous pouvez plus ou moins le comparer à un contexte transactionnel. D'accord? Donc c'est à partir du moment où on le crée jusqu'au moment où le contexte n'aura plus raison d'être, on va en fait enregistrer la totalité des violations de règles métiers dans ce contexte. Le rule guard est en général une librairie qui va permettre de lever ces règles métiers. Donc qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? On va voir la propriété de l'erreur, la valeur de chaque propriété et le type d'anomalie levée. C'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir un langage assez simple au niveau du développeur même. Donc on voit ici l'implémentation à gauche du rule guard. Donc on voit qu'on a plusieurs méthodes, invariant, plus petit, plus grand, etc. etc. Et on voit que dans le rule violation, on a l'objet sur lequel la règle a été levée. On va avoir les valeurs et avec des placeholders des éléments qui ont été levés. On va avoir la règle qui a été levée et on va probablement avoir le message qui va être populé beaucoup plus tard. Alors on voit en dessous, tout le but est d'avoir un langage simple de ce qui se trouve en dessous. Donc on a vraiment, on lève pour le mandatory, sur le rule guard, on lève sur l'objet présent, sur la propriété date, et on utilise la valeur date. Alors, ce qu'on appelle la couche infrastructure, c'est ce qui regroupe l'entièreté de ce qui n'est pas domaine. Donc, on va parler de la persistance des données, on va encapsuler des services transversaux comme la gestion des documents, la gestion du reporting, et on va encapsuler la totalité de ce qui demande des sources extérieures, des échanges de fichiers.
D'accord? Donc tout ce qui ne concerne pas notre domaine. Alors comment on va, parce que vous avez vu que préalablement on n'a jamais appelé la base de données dans notre domaine, comment on va persister notre objet métier? Alors là, ce qu'on va faire, on va créer le pattern repository. On a une égalité, donc le repository c'est un domaine, un aggregate root, et dans cet aggregate root, il peut avoir plusieurs aggregates ou plusieurs value objects. Qu'est-ce qu'il va faire le repository? Il va parcourir l'entièreté de l'aggregate root, il va regarder les états qu'on a mis là tout de suite, et il va appliquer le delta sur la base de données. Si vous liez ça avec certains produits Microsoft, vous allez voir que ça fonctionne très bien. D'un autre côté, on est content aussi que le repository va gérer notre cache. Donc c'est la seule partie qui sera stateful sur la totalité de notre implémentation. Alors l'autre intérêt, c'est que quand vous faites de la programmation standard, vous appelez la base de données pour lire, puis vous allez mettre la base de données à jour, etc. etc. Ce que nous, il fait ici, c'est que l'unit of work DB, par où, cette fois-ci, on a un autre unit of work pour la DB, lui va enregistrer en fait l'entièreté des mouvements que vous avez sur le repository. Donc vous les avez à gauche, et getById, insert, update, delete. Éventuellement, pour l'animal, on avait le getShipById. L'entièreté, bien sûr, de getById, getShipById, on va devoir aller les chercher directement dans la base de données. Les autres sont déférés. Donc ça veut dire que si vos transactions que vous démarriez avant dans une méthode, dans vos services, qui vont durer la totalité de la durée du service, vont être déléguées à la fin. D'accord? Donc vous allez avoir une transaction qui va être beaucoup plus courte, qui va être faite à la fin, quand vous avez tous vos traitements métiers qui sont faits, et surtout quand aucune exception est levée. Donc vous avez beaucoup moins de rollback sur votre base de données si vous utilisez ces patterns aussi. Alors, là où le bas blesse, vous allez avoir le plus de résistance au changement, c'est avec tous les DBA. Pourquoi? Parce que vous leur enlevez leur intégrité référentielle entre leurs différentes tables de base de données, puisqu'on veut que chacun des domaines soit totalement isolé. Donc au minimum, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les schémas, on met un domaine dans un schéma, c'est le minimum qu'on fait, ou éventuellement on s'arrange avec la naming convention, mais on commence tout doucement à voir d'autres options de base de données comme des MongoDB. Puisque vous avez, qu'est-ce que vous faites à un moment donné? Vous avez un aggregate root que vous sauvez en une fois dans la base de données ou pour lequel vous faites une certaine modification. Les bases de type NoSQL, Not Only SQL, sont vraiment bien dédiées pour cette partie-là et beaucoup plus performantes. Je vous laisse donner une idée. Si vous avez un aggregate root avec 5-6 aggregates en dessous, l'Entity Framework est très bien pour ça. Vous allez devoir faire tout du code first en mapping. Avec une MongoDB, vous n'avez pas grand-chose à faire et le mapping est beaucoup plus simple à faire aussi. La couche applicative. Donc ici, dans la couche applicative, on se focus uniquement, donc on avait regardé la partie domaine et savoir quelles étaient les manipulations qu'on pouvait faire sur la partie domaine. On va se focuser sur la couche applicative, et quand on passe applicative, on pense GUI. Donc quelles sont les manipulations que je vais faire au sein d'un écran sur mes différents domaines? Donc la seule chose qu'on aura, ce sera une orchestration entre la couche domaine et la couche infrastructure. Il n'y a aucune logique métier. Donc c'est fini les services où on mélange logique métier, appel à la base de données, un petit peu de logique métier, je vais refaire la base de données. Alors, il joue un peu la même chose que les couches services standards, donc il va capturer les exceptions et interpréter les anomalies levées par les rule cards. Donc ici, on voit, on va utiliser forcément la façade, et forcément, on va utiliser le pattern de data transfer object, puisque les objets qui vont être manipulés dans mon applicatif, dans mon GUI, vont être différents que les objets qui vont être manipulés dans mon domaine, ou du moins, je vais avoir une transformation entre les deux. Donc par exemple, ici, on a une méthode, donc on voit ici qu'on a fait ce qu'on appelle le Pet Clinic Application, donc ils sont toutes les méthodes auxquelles je devrais avoir accès à l'extérieur de mon domaine, de mes domaines. Donc ici, je regroupe les 3 domaines. Donc je vois qu'on va louer ici, enfin on va prendre un vétérinaire. On va encore une fois, si vous regardez le contrat qui est passé de la méthode, c'est de nouveau des types simples. D'accord? On pourrait éventuellement utiliser un data transfer objet ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller regarder si le vétérinaire existe en utilisant une méthode sur mon repository. Je vais réutiliser mon rule-guard pour voir s'il est unique. Ensuite, je vais le créer. Ensuite, je vais utiliser mon repository pour l'insérer. Donc on voit bien que je le crée en utilisant mon domaine. Je l'insère dans la base de données en utilisant mon repository sur mon aggregate root.
Je n'ai pas là de création de congés en direct sur les bases de données et autres. Et en fait, en final, je vais transformer mon objet vétérinaire domaine en un objet vétérinaire DTO, qu'éventuellement je pourrais enrichir ou que je pourrais diminuer au niveau des fonctionnalités, enfin au niveau des propriétés, en fonction de ce que j'ai besoin dans mon interface. Pour le booking, où là vous aurez eu, dans un développement normal, un bon 50-70 lignes pour appeler la base de données, etc. On voit que c'est beaucoup plus simple ici. On va créer le booking avec la factory de l'objet booking, avec les paramètres. On va ensuite récupérer le vétérinaire, parce que dans ce cas-ci, je veux être sûr que mon vétérinaire existe. J'ai mon rule guard là, qui est juste là pour voir est-ce que le vétérinaire existe. S'il n'existe pas, vous avez un peu plus loin un rule severity tab blocking error, donc on va lever une blocking error, c'est-à-dire une exception directe chez nous. On arrête tout de suite si le vétérinaire n'existe pas. Je vais faire la même chose au niveau de l'animal. J'ai été un peu fainéant sur la conversion d'un week number, donc je ne l'ai pas mis vraiment ici. Et on va à ce moment-là, sur l'objet calendrier, aller récupérer le calendrier complet pour cette semaine. D'accord ? Donc je ne vais pas aller chercher les bookings ou les bookings qui pourraient être en overlap et commencer à regarder si j'ai un overlap ou pas. Non, non, je vais sur mon objet calendrier passer mon booking avec boot booking et c'est lui, au niveau demande, qui va appliquer les règles métiers pour voir si j'ai un overlap ou pas. Ensuite, je vais demander d'updater le calendrier sur la couche repository. Je vais convertir mon booking en un booking DTO qui est un transfert object. D'accord ? Dans ce cas-ci, éventuellement, vous aurez pu passer un booking DTO directement comme paramètre aussi, puisque c'est le contrat que vous avez avec votre client. Alors la couche service ici est appliquée au-dessus de la couche applicative. Qu'est-ce qu'elle va faire ? On va utiliser de l'IOC un peu partout pour injecter les différents objets. Et on va surtout transformer la couche applicative en RESTful API en utilisant le Web API. Donc c'est clairement du JSON qu'on va utiliser aussi. Comme de l'autre côté, on a de l'Angular sur la couche présentation, c'est beaucoup plus simple aussi d'utiliser du JSON. Donc on met dehors tous les SOAP et protocoles XML un peu compliqués et un peu lourds. Vous faites des tests de performance avec du Web API par rapport à du SOAP, vous verrez la différence sur votre réseau. Alors, la dépendance entre couches. Donc on a vu qu'on avait 4 couches, présentation, application, domaine, infrastructure. On ne s'est pas trop intéressé sur la présentation. Alors on voit que la couche applicative peut appeler directement la couche infrastructure. C'est le cas quand on va chercher les objets, sauver les objets pour appeler les repositories. Ou c'est le cas quand on va aller faire des appels sur des document managers ou autres qui sont des objets plus techniques. On voit que la couche application peut forcément appeler la couche domaine, puisqu'il doit manipuler de différents objets de domaine. Les deux appels qui sont un petit peu bizarres, c'est de la présentation sur la domaine. Alors, après de longues discussions, on s'est rendu compte en fait que c'était des méthodes de pass-through qui passaient directement par l'application aussi. D'accord ? Donc il n'y a pas d'appel direct sur les domaines. Et l'appel entre le domaine et l'infrastructure, qui est de la deuxième flèche plus ou moins verte, c'est des cas particuliers. Donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la couche domaine, si vous avez besoin de manipuler plus d'un objet de même type, par exemple vous avez besoin de savoir si deux objets sont des doublons, on peut, dans de rares cas, créer une couche de service au niveau du domaine qui, lui, peut à la fois jouer avec les repositories et avec les domaines humains. Nous le déconseillons fortement. Mais vous pouvez le faire. Alors ici, si vous prenez le bouquin que j'ai cité au départ, vous voyez qu'il y a une flopée de patterns qui sont faits. Ceux que nous avons couverts aujourd'hui, c'est ceux qui sont pas dans l'espèce de nuage gris qu'il y a sur votre droite. Pourquoi ? Parce que, un, on n'a pas le temps, et deux, vous avez des termes très généraux comme intégration continue et autres. Ça fait partie normalement d'une autre présentation. Alors, ce qu'on n'a pas couvert aujourd'hui non plus, c'est les tests unitaires. Je suppose que vous vous êtes rendu compte que les tests unitaires sont beaucoup plus simples à faire et beaucoup plus unitaires dans le cadre de ce que je vous ai présenté, puisque dans la couche domaine, vous avez une méthode métier par normalement manipulation métier et normalement par story. Et normalement, vos testeurs, s'ils n'ont pas travaillé, vous ont fait tous les scénarios qui vont avec. Donc vous avez directement ce qui permet de tester une méthode métier sans vous soucier de la base de données, sans vous soucier de l'applicatif elle-même aussi. Pour tester un repository, ça devient très simple, parce que la seule chose que vous testez, c'est le fait que l'objet soit bien ou pas persisté en base de données. Pour tester la couche applicative, là, on moque carrément la totalité, parce que le fait d'appeler le repository ou le domaine est suffisant au niveau de la couche applicative.
D'accord. Donc ça veut dire que l'entièreté de vos tests unitaires, vous pouvez carrément, vous passez carrément de la base de données dans certains cas, si vous le faites correctement, ce qui est plus rapide, ce qui améliore l'intégration continue, etc. etc. D'accord. Au niveau de l'applicatif, ça devient simple. Bon, la couche présentation, vous savez tous la complexité qu'il y a à la tester, donc on n'a pas abordé ici. Alors l'autre sujet, les microservices. Là, au terme de vexer certaines personnes, l'organisation est autour d'une capacité métier et des équipes multidisciplinaires. Donc on parle bien d'agile ici. Donc ce qu'on veut montrer ici, c'est de dire, voilà, nous n'avons pas des UI spécialistes, des middleware et des DBA, on ne va pas chaque fois passer la balle au-dessus du mur et leur demander de faire leur travail. Non, on va prendre l'entièreté de ces personnes, les mettre au sein d'une même équipe et leur donner une capacité métier. Donc capacité métier, c'est dire on va fonctionnellement s'occuper de quelque chose au niveau du métier. Bon, on n'a pas dit que les profils ne pouvaient pas aller d'une équipe à l'autre non plus, mais c'est clairement une structuration différente de dire on va mettre toutes les personnes ensemble et ils vont développer un produit et le mettre en production. D'accord ? On ne va pas de nouveau passer la balle de l'autre côté. Il est indispensable de dire que vous avez besoin d'un release manager autour de ça, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Et c'est le leitmotiv, je l'ai mis ici, d'Amazon, c'est You build, you run it. Ça augmente les responsabilités. Grosse différence entre les applications monolithiques et les microservices. Donc, toutes les fonctionnalités sont dans le même process, et quand on veut commencer à répliquer pour des problèmes de performance et autres, on est obligé de prendre l'entièreté de l'application sur les différents serveurs. Les microservices, chaque fonctionnalité est séparée dans un service différent, et donc on a beaucoup plus de liberté, forcément, pour aller les déployer en fonction des besoins. Donc on ne va pas à chaque fois déployer la totalité, mais uniquement le service qu'on a besoin. De nouveau, un petit peu de résistance. On va aussi décentraliser la gestion des données. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'aller déposer vos composants de manière totalement séparée pour les rassembler de nouveau au niveau de la base de données. Ça n'a aucun intérêt. Donc, au lieu d'avoir une base de données unique, on va avoir plusieurs bases de données ou plusieurs schémas. Alors, c'est vraiment le slide qui vexe. On va vraiment demander aux ESB de rentrer chez eux et aux organisations complexes aussi de rentrer chez eux. Donc, on ne veut pas utiliser de structures de communication pour inclure des logiques métiers, que ce soit de la routing, de l'orchestration, des transformations ou des règles métiers. Donc, dans cette approche-là, on n'a plus d'ESB. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit qu'on n'avait plus d'ESB pour communiquer avec l'extérieur, traiter les gros fichiers et des choses dans le genre là. Mais on n'a plus d'ESB pour faire de routing, de l'orchestration ou pour traiter des règles métiers. Chaque composant de service encapsule une logique très simple, qui est métier. Je reçois une requête métier, je l'applique et je la retourne. On utilise non plus un protocole, on utilise plutôt un protocole très simple, qui est le RESTful, plutôt que les protocoles plus complexes. Bon, je vous les ai mis ici, BPEL ou les VS chorégraphie. Et alors, on prône l'utilisation des services de routing de messagerie simple à coupage faible. Okay, que vous le développez vous-même ou que vous utilisez du RabbitMQ, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, les points d'intention. La complexité est accrue puisque vous allez avoir beaucoup plus de composantes et beaucoup plus de services. Donc, on voudrait, ce que nous on fait de notre côté, c'est qu'on met des KPI métiers et des requêtes par seconde ou des KPI donc plus techniques. On les met beaucoup plus au niveau de nos services pour avoir un monitoring beaucoup plus intensif. Et je vous conseille de ce côté-là d'aller voir, je ne sais pas si certains ont déjà été, d'aller voir des Application Insights qui sont en preview sur Microsoft. C'est vraiment très utile. Nous, on ajoute 4-5 lignes de code à chacun de nos services et l'entièreté des choses est dedans, avec le rule card bien sûr, limit of work. Alors n'oubliez pas non plus qu'au-dessus de tout ça, vous avez besoin un peu un garde-fou, qui est l'entreprise architecture, et d'aller un peu voir tous les modèles qui ont entre TOGAF 9 aussi, qui va vous permettre de quand même garder une vue d'ensemble sur la totalité de ce que vous allez faire en dessous. Donc principalement sur leur domaine et leur dépendance. Alors le lien entre les deux, mais en fait il est très simple. Donc on avait une couche applicative, 3 couches domaine. Tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la couche applicative en 3, une par domaine. D'accord ? On le voit ici, on a un domaine pour le booking, les vétérinaires et les animaux. Alors,
on va passer par les services applicatifs ou pas. Donc ici, on avait vu que dans la méthode de booking, on allait à un certain moment rechercher le vétérinaire et on allait rechercher l'animal pour voir s'ils existaient. Bon, les deux appels qui sont là appellent les repositories. Ici, on pourrait supposer qu'ils appellent le service vétérinaire et le service animal. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que vous estimez que c'est de charge de votre service de valider qu'un vétérinaire ou un animal soit valide dans le cadre d'un booking? Je crois que ça dépend de la confiance que vous avez entre vos clients. Vous pouvez dire non, d'accord? Si vous exposez votre service à l'extérieur, ça va peut-être être très dangereux. Si vous dites oui, c'est mieux pour un service extérieur. Si vous dites non et que vous faites vous-même vos interfaces et qui sont chez vous, ou que vous mettez une couche vis-à-vis des services extérieurs supplémentaires, à ce moment-là, vous faites confiance et vous dites à ce moment-là, je sais que les applications qui m'appellent ont préalablement fait le nécessaire pour que mon vétérinaire soit là et pour que mon animal existe. D'accord? Dans les implémentations que nous on fait, on ne les met pas. Parce qu'on estime que ce n'est pas, dans le cas du booking, de vérifier si le vétérinaire qui lui est passé ou l'animal qui lui est passé est valide. Ou on fait un check minimum, on regarde le vétérinaire, on passe plutôt le NIS et on regarde si le NIS est valide, si le format est valide, ou dans le cas animal, on pourra avoir un format spécifique pour l'ID de la puce et regarder si l'ID de la puce est valide. Peut-être que c'est nécessaire et c'est suffisant ici au niveau de demande de vérifier ça. Alors, on avait nos fameux événements qui passaient de l'un à l'autre. Ben, il y a une notion en fait qui est les événements applicatifs. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend les événements demande qui étaient échangés et on va en faire des événements applicatifs. Donc les événements demande, leur particularité, c'est qu'ils étaient traités dans le même unit of work. Donc quand vous propagez un événement et que vous l'écoutez, dans le même unit of work, ils étaient traités, entre guillemets dans la même transaction aussi. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en asynchrone à ce moment-là, et on va tout simplement lever les événements de façon asynchrone en leur donnant une promotion, en disant je catch dans mon domaine un événement domaine, enfin dans la couche applicative de mon domaine, un événement domaine, et je vais en faire un événement applicatif. Je vais le stocker en publish subscribe, probablement en JSON aussi, et avec un couplage fait dans un produit de messagerie léger, comme RabbitMQ, et de l'autre côté, je vais l'écouter. La seule différence que vous avez, c'est que votre application calendrier peut être complètement down. Les messages vont s'accumuler dans votre RabbitMQ. Le jour où vous la montez, il va les traiter. Donc on a réussi à faire un découplage complet entre les deux, si ce n'est les attributs qui transitent bien sûr dans le message à proprement dit. D'accord ? Vous pouvez également utiliser ce mécanisme si vous voulez faire de l'asynchrone au sein d'une même application. Donc, vous pouvez éventuellement promouvoir un événement domaine en un événement applicatif, le mettre dans votre système de messaging et le traiter par après. Donc vous avez, maintenant, si vous avez un traitement lourd ou quoi à faire, vous pouvez le traiter par après. Alors, un récapitulatif. Alors, la couche présentation, on ne l'a pas vue. Donc, on voit au niveau de la couche infrastructure qu'on gère les repositories, les DB, et principalement tout ce qui est technique. On a tout ce qui est stateful, et on gère le monde extérieur et le monde technique. Dans la couche domaine, on avait plusieurs patterns. On avait l'entity, l'aggregate, le value object, les événements domaine, et éventuellement, j'en ai parlé brièvement, des services du domaine. On gère tout ce qui est logique métier. Au niveau application, on a les services applicatifs, les data transfer objects, et éventuellement la promotion d'événements domaine en événements applicatifs. Et on va gérer la logique applicative. Vous voyez que toutes les considérations comme stateless, load balancing, failure, transaction, security sont dans cette couche applicative. Les stories et les scénarios, on les a mis à cheval entre les deux, pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir des manipulations de stories ou de scénarios au niveau de votre domaine que vous allez traiter au niveau de domaine, mais vous pouvez en avoir aussi au niveau de vos applicatifs. Donc ce que nous faisons dans les modèles d'entreprise architecture, quand nous décidons les différents domaines qui vont être mis dans les équipes sprint et les développer, c'est que nous associons les use cases ou les stories à la bonne couche directement. Donc nous disons, voilà, ça c'est des use cases qui vont être traités dans la partie domaine, ça c'est des use cases qui vont être dans la partie applicative. Il faut faire la différence entre les deux.
Ça demande un peu de pratique quand vous regardez avec les analyses de faire la différence entre les deux, mais nous, on essaye de prendre les analyses dans ce mouvement-là aussi. C'est parfois pas évident, mais ils arrivent. Et ce qui est tout à fait transversal, c'est donc les unit of work, qui gèrent transaction, erreur, exception et règles, l'inversion au contrôle qui est partout, et le rule card qui est partout. Petit récapitulatif, c'est le dernier slide au niveau des différents produits. Donc on voit que dans l'infrastructure, soit on a un Entity Framework avec du SQL Server, soit on a un produit proche de MongoDB, gestion de documents. On utilise du RabbitMQ aussi. À la couche domaine, nous on a développé des librairies qui sont full en Microsoft Visual C#. La couche applicative, c'est du Web API RESTful JSON. Je vous conseille fortement un produit comme Swagger qui va vous donner une documentation très bonne d'un Web API. Nous utilisons Application Insights en preview pour certains logins, etc., au niveau de la couche applicative. Et quand ça ne suffit pas, si on veut l'utiliser, si on veut centraliser différents Application Insights, parce que ce n'est pas possible de les centraliser pour l'instant, on utilise Power BI au-dessus. Alors, il ne faut pas être effrayé par le Power BI, c'est $10 de licence par mois par utilisateur. Donc, ils peuvent agréger tout ce qu'il y a ici en dessous. On est en train de regarder avec précaution tout ce qui concerne Docker aussi. Donc là, vous allez voir la présentation d'Eddy sur toutes les machines VNext, etc., qui a 11h30, si je ne me trompe pas. Nous utilisons Autofac et pas Unity, parce qu'on a eu des gros problèmes avec Unity, notamment pour l'injection de tout ce qui était événement. Donc on utilise Autofac. Quand on regarde les visions Microsoft aussi, ils laissent tout doucement tomber Unity, ils pensent tout doucement à mettre Autofac de plus en plus dedans. Alors, on utilise Visual Studio Online, forcément. On utilise Mock pour faire tout ce qui est mock et test unitaire. On utilise Visual Studio. Et étant des anciens développeurs J2E et architectes J2E, on utilise ReSharper aussi, parce que sinon on est un petit peu perdu dans Visual Studio. Voilà, on est en Angular en front.